Minutes, on va commencer à moins 10, on a largement le temps. Bienvenue. Ah, mais il y a du monde. Installez-vous, installez-vous. Alors, on va se présenter parce que donc j'ai prévu, c'est la première conférence de ce style. On peut parler de beaucoup de choses au niveau du VTT et du VTT en Côte d'Or. Et j'ai besoin un petit peu de savoir quelles sont vos attentes. J'adapterai en fonction de vos pratiques, de vos attentes. Alors, est-ce que vous faites tous du VTT? Levez la main ceux qui font déjà du VTT. Ah, il y a une dame qui hésite là-bas, voilà. Est-ce que vous avez l'intention, vous êtes intéressé pour faire du VTT, les autres personnes? Levez la main. Oui, 2 personnes, voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des licenciés au niveau de la FFC? Des licenciés au niveau de la FFCT? Une personne, d'accord. Eh bien, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, je vais être assez bref sur ce premier. Donc, la pratique du VTT. Donc voilà, je parlerai souvent du VTT en général, et puis j'insisterai bien sûr sur les spécificités pour notre département Côte d'Or. Je vous remercie. Donc le VTT, donc est-ce que tout le monde connaît le VTT? Donc je parlerai. Comment? En diaporama. C'est exact. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc le VTT, attendez, j'ai un truc là. Voilà. Il m'a changé mon écran, donc je suis un peu perdu. Donc le VTT et ses homologues, son nouveau, son accompagnateur qui est souvent le gravel maintenant, le nouveau style de VTT, enfin de vélo tout-terrain, ainsi que le gravel ou le VTT lui-même en assistance électrique. On peut faire plein de choses avec ce genre d'outils. Voilà, on utilise le VTT pour des trajets quotidiens. Je pense que vous êtes plusieurs à le prendre pour aller faire vos petites courses. On peut utiliser le VTT, c'est le cas le plus fréquent pour une activité de loisir, que ce soit en balade, tout seul ou en famille. On peut l'utiliser pour partir en vacances, pour faire un périple. Et après, on a le VTT plus sportif. On va faire du sport, on va faire une sortie de quelques heures dans notre belle nature. La Côte d'Or nous propose un beau terrain de jeu pour pratiquer le VTT. Et puis il y a carrément les gens qui font de la pratique VTT, donc leur sport. Hein, ils s'entraînent. C'est vraiment un sport complet avec la pratique en compétition. Il y a quelques Côtes d'Oriens qui sont connus pour cela. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter le menu. Voilà, j'en profite pour vous dire, voilà, on parlera des équipements, vite fait, des équipements, les accessoires utiles. Je vous parlerai de la pratique, où pratiquer ce VTT en Côte d'Or, les parcours balisés bien sûr, les randonnées que nous avons en Côte d'Or, organisées la plupart du temps par des clubs FFCT. Et puis je parlerai de la sécurité et enfin de la cohabitation avec les autres usagers. Donc je reviens, voilà, on vient d'évoquer un petit peu les différents types de pratiques. Les équipements, ça c'est de généralité, hein, donc j'apprendrai pas grand-chose aux vrais VTTistes, mais pour les futurs pratiquants et même pour ceux qui pratiquent, vous voyez, donc pour moi, hein, et on est nombreux à penser la même chose, les équipements recommandés, vivement recommandés, en premier c'est le casque bien sûr. En deuxième, vous avez les lunettes.
C'est vrai qu'en VTT, les lunettes sont utiles parce que c'est assez fréquent qu'on prenne une branche et on est bien content d'avoir des lunettes. Les insectes, les projections par mauvais temps. Donc là, les lunettes, c'est peut-être le deuxième accessoire à avoir. Ensuite, les gants. Les gants, on peut, par beau temps, bon, pour se balader, c'est quand même bien déjà d'avoir des gants. Maintenant, il y a des gants avec des inserts en gel là, qui apportent encore un peu plus de confort. C'est quand même assez agréable. On peut essuyer les lunettes en cas de pluie. Il y a toujours quelque chose sur le côté du gant. Et en VTT, quand on pratique un peu plus dans la nature, il y a des gants d'été, on va dire, mais qui sont des gants longs, qui permettent d'éviter d'avoir les doigts abîmés par les épines. Et puis en hiver, bien sûr, on met des gants plus longs et plus chauds, comme pour la pratique sur route. Je conseille bien sûr le gilet fluo. Le gilet fluo, encore sur la route, c'est bien évidemment un équipement qui est souvent obligatoire. Vous le savez tous, par mauvais temps, par temps de pluie, il est obligatoire hors agglomération. En VTT, il est vivement recommandé. Et naturellement, avec la période qui arrive, là, en période de chasse, mais pas que. C'est toujours bien si vous faites une chute, si vous vous égarez, bon, c'est quand même bien. Si on doit vous retrouver, on repérera nettement mieux un VTTiste qui est dans les buissons avec un gilet fluo. Nous pensons à boire, comme en vélo, hein, le bidon ou la bouteille, ou maintenant il y a le camelback. Beaucoup de mes copains utilisent le camelback. Moi, j'utilise encore le bidon ou une bouteille ou deux dans votre sac à dos. Un sac à dos pour emmener plein de choses. Une sonnette. On verra tout à l'heure la sonnette. J'ai commencé à mettre une sonnette sur le VTT, j'en mets une maintenant sur le vélo de route. Et puis des accessoires comme la pompe, la chambre à air, la bombe de réparation qui est utile sur les pneus tubeless, beaucoup moins sur les chambres à air. La chambre à air quand même, parce que même avec une bombe ou si on a mis du produit anti-crevaison préventif dans les pneus tubeless, on peut quand même être ennuyé, une grosse déchirure, et c'est bien quand même d'avoir au moins une chambre à air. Et puis, ça semble évident, mais pensez à avoir votre téléphone, vos papiers d'identité ou une licence avec un numéro de téléphone pour quand même une personne qui peut être jointe en cas de problème si on vous trouvait. Un peu d'argent, le masque actuellement, si on doit rentrer dans un magasin, n'importe quoi. Et puis une couverture de survie. Alors ça, c'est la liste vraiment exhaustive, et encore que, on peut en ajouter. Les accessoires, bon, le compteur, le GPS, j'insiste sur le GPS. Faire du VTT surtout seul, bon, maintenant on a des outils, le GPS avec une carte topographique si possible quand même. Le garde-boue par temps de pluie, au moins à l'arrière, sinon il y en a qu'on met également sur l'avant du cadre. Les chaussures, des chaussures bien crantées, des chaussures de VTT avec des cales, j'en parle plus loin, donc on peut mettre les pédales automatiques, spéciales VTT, mais au moins éviter de partir avec des chaussures glissantes, surtout par temps humide. Si vous devez déchausser rapidement ou porter votre vélo puis que vous glissez, ça arrive, c'est vraiment désagréable et même dangereux. Après, voilà, on conseille également, pour les gens qui pratiqueront beaucoup, des pneus tubeless. Là, c'est le télescopique que j'ai aussi, et on est nombreux à avoir ça. Pour les passages délicats en descente, ça permet d'abaisser le centre de gravité, de tomber de moins haut si on doit chuter. Voilà un petit peu les accessoires qui peuvent être intéressants. Alors, je suis allé trop vite. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on peut pratiquer ? Bon, la plupart des VTTistes en Côte d'Or et ailleurs sont des gens que j'appelle des électrons libres qui ne sont pas licenciés, ni à la FFC, ni à la FFCT, ni ailleurs. Le VTT, c'est un sport de liberté dans la nature. Beaucoup de gens ne prennent pas de licence, ils n'en voient pas l'intérêt. Et c'est bien leur droit, mon Dieu. Et ils pratiquent souvent seuls ou plutôt avec 2 ou 3 copains, voire plus. Des petits groupes se forment. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit ça fréquemment. Et sinon, pour les gens qui sont intéressés, qui ont plus cet esprit, qui veulent être assurés, qui veulent avoir des gens qui organisent de belles sorties les week-ends, certains au moins le dimanche matin, eh bien, on a la possibilité, on vous propose, et c'est notre cas bien sûr, de venir rejoindre un de nos nombreux clubs. À la FFCT, nous avons 37 clubs.
et la FFC, qui est plutôt axée compétition, la Fédération française de cyclisme. C'est le sport de cyclisme en compétition, mais pas que, hein. Il y a des gens qui sont à la FFC qui pratiquent moins la compétition. Eux, ils ont, notamment pour les jeunes, ils ont six clubs en Côte d'Or avec des écoles de cyclisme. Et les jeunes garçons et les jeunes filles sont assez nombreux au sein de ces clubs. Donc ça, on est encadré, on n'est plus seul pour pratiquer. Donc on vous invite, si ce n'est déjà fait, à venir visiter les clubs, les stands pardon, de la Fédération française de cyclotourisme et de la Fédération française de cyclisme, ici présents sur le stand, sur le salon. Ensuite, les différents types de terrains pour pratiquer. Bon, la Côte d'Or, on a la chance d'avoir un beau terrain de jeu, comme je dis. On a la plaine que tout le monde connaît, qui est plutôt adaptée à la pratique du gravel ou du VTC ou du VTT sans dénivelé. Et maintenant, avec les vélos assistance électrique, ça permet à pas mal de gens de pratiquer en faisant des parcours plus ou moins longs. Tout le monde peut se mettre au vélo grâce à l'assistance électrique maintenant. Et beaucoup de gens, plus d'un VTT en tout cas sur deux, c'est ce que disent nos vélocistes, sont maintenant des vélos assistance électrique. Et je pense que ce sera bientôt les 2/3. Voilà, on en voit de plus en plus. Et puis on a également, donc, pour les puristes, pour les gens qui cherchent un peu plus de difficultés, mais qui auront en retour de beaux panoramas qui s'offriront à eux. On a toutes les hauteurs de la Côte d'Or, hein, les plateaux culminent à peu près à 600 mètres. Et on a la côte, bien sûr, la côte vinicole. On a des terrains très, très intéressants. Donc on a tout en Côte d'Or, sauf peut-être ce que j'ai écrit, donc les vraies pistes de descente qu'on va trouver dans les départements de montagne. Alors, comment pratiquer ? Quand on pratique le VTT seul, il y a quelques obligations, il y a quelques interdictions. Moi, je vous donne le conseil et la recommandation. Comme en marche à pied, on doit respecter la propriété privée. Donc, normalement, on ne doit pas pénétrer dans un pâturage. On ne doit pas non plus aller dans les champs. On sait très bien que ce sont des propriétés privées. Après, les chemins de champs et les chemins de bois, sont praticables normalement, sont ouverts à la circulation, sauf si manifestement ils sont clôturés ou si le propriétaire a mentionné son interdiction de pénétrer en vous disant propriété privée, défense de pénétrer, voilà. Voilà un peu, j'ai regardé, donc voilà la législation française. Par contre, alors vous avez des sites internet qui vous permettent d'aller trouver et suivre ensuite des parcours VTT. Il y a des gens, des VTTistes qui publient des propositions de parcours, des traces GPX que vous pouvez mettre sur votre GPS et vous suivez. Après, ça n'engage que et vous. Je le fais également personnellement, évidemment. Mais on peut également se rassurer si on veut déjà voir un petit peu ce que c'est que le VTT et puis pratiquer de manière plus sereine et plus tranquille. Nous avons la chance d'avoir donc des circuits balisés. Donc je vais changer de diaporama. Voilà. Donc voilà la carte de la Côte d'Or qui vous montre un peu les emplacements où nous avons des circuits VTT balisés. Alors en Côte d'Or, on n'est pas très très riche en circuits balisés, moins que dans certains départements, mais c'est en train d'évoluer. Donc, je commencerai ici. Nous avons très près de Dijon 3 circuits que je connais bien, parce que nous participons, la commission VTT de la FFCT, à l'entretien, au balisage et au développement des sentiers VTT en Côte d'Or. Donc ces 3 circuits se situent à Gevrey-Chambertin. Je vais détailler après. Là, vous avez 2 circuits dans le Val-de-Saône. Vous avez 2 circuits à Is-sur-Tille, on va dire 3 même, parce qu'il y a une variante plus courte, et 1 à Courtivron. Les collègues de la FFC proposent un très bel ensemble de circuits dans le Châtillonnais, au sud du Châtillonnais,
C'est un site labellisé, donc ils ont plus de 100 km de circuit VTT balisé. Et ici, du côté de Rouvray, entre Rouvray et Saulieu, vous avez deux choses. Vous avez la grande traversée du Morvan qui fait une incursion en Côte d'Or, et vous avez également des circuits VTT balisés par la FFC. Ensuite, nous avons d'autres circuits. Il y a encore 3 circuits balisés autour de Dijon, autour du lac Kyr, les 4 communes, le circuit des Combes, le circuit du lac. Et ici, dans l'Aussois, aux alentours, autour de Villy-en-Aussois précisément, il y a des circuits de l'association EVA, Évasion dans l'Auxois, qui ont balisé des circuits pédestres et VTT. Et ensuite, j'ai mentionné quelques projets. Là, nous avons signé avec la communauté de communes de Nuits-Gevrey pour développer d'autres circuits. On a 7 circuits dans un premier temps. On est en train de travailler dessus. Là. Il y a plusieurs réunions de concertation. Donc, d'ici 1 an et demi, 2 ans, on aura des circuits, de nouveaux circuits VTT qui seront intéressants, qui passeront dans l'arrière-côte et sur les hautes-côtes et dans la côte. Nous avons également à Grand-Cé-le-Château 5 circuits qui ont existé, qui ont une quinzaine d'années, qu'on est en train de remettre à jour, de refaire vivre. Et il y en aura même 4 autres après dans d'autres communes. Et puis il y aura la même chose, je ne l'ai pas mentionné, on a un projet qui démarre également sur la communauté d'agglomération de Beaune. Il y a des circuits qui ont été mis au point entre Beaune et Nolay. Voilà. Mais j'en parle pas tout de suite. Donc voilà le détail des circuits de Gevrey-Chambertin. On a un grand circuit rouge, le plus technique de Côte d'Or, que beaucoup de VTTistes fréquentent. Il est extrêmement utilisé. Il est aux portes de Dijon. On y va en VTT depuis Dijon, mais c'est un circuit sportif. Donc il n'est pas rare de devoir pousser le vélo et éventuellement faire quelques descentes à pied. Voilà. Et puis à côté, on a 2 circuits bleus qui sont des circuits plus familiaux. Le départ se situe à Gevrey-Chambertin sur le parking du Taco. Voilà, l'ancienne voie du Taco. Il y a tout un parking là-haut, au-dessus des vignes, à la sortie de Gevrey-Chambertin. C'est assez facile à trouver. Ensuite, les 2 circuits du Val-de-Saône. Voilà, c'est les communes de Bézout et Charmes, les 2 points de départ. Il y a des grands panneaux au départ. Et il y a également un panneau à Montmançon, un panneau à Saint-Sauveur. Voilà, ce sont les circuits, donc la Belle Étoile et les 50 arpents. Je passe assez vite. Hein, voilà. Vous pourrez me demander si vous êtes vraiment intéressé. Je vous dirai où après trouver des informations, télécharger des traces, etc. Sur le secteur 10, c'est des circuits assez récents. Ils ont été inaugurés il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc un beau circuit à Is-sur-Tille, le Rouge ici, là, qui va passer, qui fait 37 km. Et une variante plus courte qui ne fait que 26 km. Et puis ici, le tout dernier qu'on a inauguré, c'est le circuit de Courtivron, enfin qui part de Courtivron, voilà, qui va passer à Diennet. Donc c'est un beau circuit qui offre de beaux panoramas et qui est moyennement difficile. Voilà. Il est classé en rouge parce qu'il fait quand même 36 ou 37 km également. Les circuits, voilà, je vous ai montré, donc je vous ai parlé tout à l'heure des circuits labellisés de la FFC dans le Châtillonnais. Donc vous voyez, il y a quand même un circuit de 88 km, le noir qui fait le grand tour. Donc on peut aller passer plusieurs jours dans le Châtillonnais pour découvrir ces circuits qui sont bien balisés, bien entretenus. Je connais personnellement la personne qui le fait, c'est sérieux. Ensuite, la grande traversée du Morvan, chose que j'envisage de faire, que je n'ai toujours pas fait pour l'instant. Voilà, on trouve 330, 344 ici, voilà, plus de 300 km. Et il y a une variante également qui descend à Bourbon-Lancy. Donc là, j'ai dessiné cette grande traversée qui se fait en plusieurs étapes. Donc il y a plein de sites, hein, j'ai mis ici, plein de sites qui décrivent cette randonnée, qui donnent, on peut la faire de façon accompagnée. Il y a des loueurs de vélos, il y a des organismes qui vous proposent le périple complet avec l'hébergement inclus, voilà. Et on peut récupérer la trace GPX un peu partout. Et donc elle concerne les 4 départements. Elle est au sein du Parc national du Morvan. Et voici le détail de la boucle qui arrive par ici à Saulieu. Saulieu, souvent une ville-étape. Et on repasse. Voilà, ça c'est le parcours de la Côte d'Or. Là, 25 km à peu près qui sont en Côte d'Or. Voilà la carte. Je vais repasser
à la présentation. Donc vous voyez qu'on a quand même de quoi suivre. C'est toujours intéressant d'aller voir ces circuits, au moins quelques-uns. Alors le balisage maintenant, bah, tiens, j'aurais dû rester. Je vais vous montrer maintenant ce que c'est que les... Non, c'est pas ça, excusez-moi. Je me suis trompé de diaporama. Où est-ce qu'il est mon diaporama? Présentation des balises. Ouais. Donc voilà que je remette en... Voilà, vous l'avez ici. Donc le balisage des circuits VTT, on trouve de tout. Les circuits autour de Dijon, ce sont de simples flèches marquées circuit des 4 communes. Voilà, chacun est un petit peu libre de faire dans son coin, comme à Villiers-en-Ossois par exemple. Mais la FFC et la FFCT, donc, qui proposent 98-99% je pense des circuits balisés en France, la FFC en proposant plus que nous d'ailleurs. Donc on normalisait le balisage du VTT. Comme le balisage pédestre, et il y a des normes, vous avez des croix comme ici, où on va voir ça après. Donc le balisage a été normalisé. Donc une balise VTT, voilà, quand vous avez ces balises, vous êtes sur un circuit VTT et maintenant parfois gravel. Donc le triangle avec les deux petits cercles. Donc la plupart des balises, donc c'est cette couleur jaune-orange, et vous avez un ou plusieurs petits numéros qui précisent deux choses. Le numéro du circuit, ici on est sur un circuit, le numéro 3, et une couleur. Alors la couleur, c'est comme en ski. Vous avez une étiquette verte, ce sera un circuit très facile, accessible notamment aux enfants. Le bleu, c'est un circuit de difficulté moyenne. Le rouge, c'est difficile. Et le noir, quand il y en a, c'est vraiment très difficile. Très difficile parce que techniquement difficile ou très très long. Donc il y a des critères, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un ensemble de critères qui sont notés de 1 à 3, et plus il y a de points, plus on met une couleur élevée, un niveau de difficulté élevé. Donc voici, alors ces balises, on les met soit tout droit, soit tourne à gauche, comme c'est le cas ici, soit un tourne à droite. Donc, autre balise que vous allez trouver, comme en randonnée pédestre, oui, ici sur le même arbre, c'est au-dessus de Chambeuf, là. Vous avez donc, ceux qui randonnent également à pied, vous avez l'habitude de voir cette croix qui vous indique qu'il ne faut surtout pas prendre cette direction-là, la fausse route. Donc, de manière similaire, vous avez cette croix rouge sur un fond de balise en VTT. C'est souvent plus pratique et on utilise maintenant de plus en plus ces balises. Voilà. La même chose ici, vous avez donc toujours, on retrouve une balise directionnelle avec là 2 circuits. Un rouge, le numéro 1, ça c'est au-dessus de Gevrey. Le numéro 1 qui est rouge et le numéro 2. Pendant quelques temps, on va suivre, les 2 circuits prennent le même itinéraire. Et il y en a même un troisième, puisque là je vous ai montré donc un type de balise qu'on trouve rarement, qui signifie qu'un autre circuit balisé arrive en sens inverse. Donc c'est le petit panneau d'appel à la prudence pour double sens. Sachant qu'il faut toujours rester vigilant. Quand on est dans un chemin étroit, peu visible, et quand de surcroît on roule assez vite, il faut toujours penser qu'il peut y avoir un VTTiste qui arrive en face. Et il y a déjà eu des accrochages, des chocs, j'en connais pas de graves, mais ça peut toujours arriver. Donc a fortiori lorsque vous avez ce panneau. Et sur ce parcours-là, il y a 2,5 km là, qui sont en double sens. Ça descend, il y a autant de VTTistes qui descendent qu'il y en a qui montent, pratiquement. Je connais bien le secteur, c'est pour ça qu'on a mis ces balises. Et puis le troisième et dernier type de balise, c'est l'appel à la prudence, qu'on va mettre, là ici, il est mis parce que la piste de VTT débouche sur une rue, sur une route où il y a quand même pas mal de circulation, donc on en trouve plusieurs dans notre département, ou parce qu'il y a une descente très dangereuse, voilà, on appelle à la prudence. Voilà, et le dernier que j'ai trouvé la semaine dernière en Auvergne, puisqu'on n'en a pas chez nous. Donc la couleur change, cette couleur orange devient marron parce qu'on se situe à l'intérieur d'un parc national ou d'un parc régional.
Et si vous avez la même chose en rouge, ça veut dire que vous êtes sur une liaison, un circuit de plus de 80 km ou une liaison entre plusieurs circuits. Et là, vous voyez apparaître de nouveaux pictogrammes. C'est un circuit qui a été balisé pour les VTC, les gravel donc, et également pour les gravel ou VTT ou VTC assistance électrique avec le petit symbole ici. Voilà ce que je pouvais vous montrer au niveau du balisage. J'ai prévu j'ai prévu quand même un moment de questions-réponses. Il nous reste un quart d'heure. Après, hein, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, je reviens sur la présentation. Voilà. Et nous avons maintenant donc également pour les gens qui pratiquent le VTT, on a la chance d'avoir en Côte d'Or, c'est un petit peu dans tous les départements, des manifestations, donc on appelle des randonnées, donc qui sont organisées la plupart du temps par des clubs FFCT où il y a beaucoup de bénévoles. C'est vrai que sans les bénévoles, on pourrait pas proposer ce genre de manifestations, comme toujours. Et donc nous avons ces brevets ou randonnées qui se déroulent en général le dimanche. Sur la journée ou sur la demi-journée, c'est souvent festif. Il y a toujours des possibilités de restauration. Il y a le parking qui est assuré. Voilà. Donc récemment, il a eu lieu à Grancey-le-Château la rando des pompiers. C'était la 22e édition. Donc c'est quelque chose qui est bien rodé, qui a toujours autant de succès, qui fait découvrir la belle région là-bas aux alentours de Grancey-le-Château. Et c'est pareil, c'est une ambiance festive. C'est organisé par les pompiers. Je l'ai mentionné parce que je connais très bien Sébastien qui organise, c'est des gens très sérieux. Ensuite, le 12 septembre a eu lieu la randonnée des Grands Crus et des Châteaux de Bourgogne, la RGCCB, qui est pareil une très très ancienne manifestation organisée par donc, un de nos clubs, les cyclo-randonneurs dijonnais. Il manque un petit morceau de texte. Donc ça a eu lieu le 12 septembre, il y avait plusieurs circuits, donc vous voyez, il y avait un 44 et un 64 km avec pas mal de dénivelé. Et puis, depuis 2 ans, ils proposent des circuits pour gravel. Donc 46 km, 75 km, 91 km. Vous voyez, ça commence en gravel. Donc j'ai un ami qui l'a fait en VTT assistance électrique, par exemple. Donc il n'y a pas de passage trop technique, c'est surtout plus long. Ensuite, il y aura bientôt à venir, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop. Donc toujours cet automne, dans peu de temps, donc le 26 septembre, là ça arrive, le rallye des vendanges, organisé par nos amis, le club des chantalistes, sport et culture. Le départ a lieu à Dijon, avenue Eiffel. Et donc il y a 4 circuits VTT, voilà. Et qui sont sympas. Et donc, il y a également des circuits de route. Donc, le 1er novembre, le bol d'air d'automne, 3 circuits VTT de 30, 45, 60 km et des circuits de gravel, 36, 48. C'est les mêmes organisateurs qui viennent d'organiser la RGCCB, c'est les cyclo-randonneurs dijonnais, où il y a une grosse section de VTTistes. En 2022, nous aurons, en principe, si le Covid nous permet tout ça, donc le bol d'air de printemps, voilà, qui en principe devrait partir à nouveau de Savigny-le-Sec. Donc toujours pareil, les cyclo-randonneurs dijonnais qui vont proposer au moins 3 circuits VTT et 1 ou 2 circuits gravel. Je n'ai pas encore les précisions. En avril, la randonnée d'Alésia, organisée par le club de Vénaré-les-Laumes, qui propose des circuits VTT. Moi, je les ai fait plusieurs fois, c'est sympa. Et également, pour les accompagnateurs, ils proposent de jolis circuits de randonnée pédestre. C'est festif, il y a de possibilités de se restaurer, etc. Voilà, il y a un bel accueil. Et depuis quelques années, c'est maintenant le départ, le rassemblement se fait sur le parking du Muséoparc et dans le Muséoparc. Ensuite, nos amis du club FFCT toujours de Chevigny-Saint-Sauveur organisent
Notre-Dame-des-Temps, voilà, la randonnée Notre-Dame-des-Temps, où il y a 3 circuits VTT, et je ne sais pas s'ils vont mettre du gravel cette année, je n'ai pas eu la précision. Le départ se fait à Plombières, donc très près d'ici. En mai, il y aura la randonnée VTT et route faite par le club d'Auxonne. En général, les autres années, ils ont proposé 2 circuits de 25 et 45 km, et ça part d'Auxonne. En mai, on a le Plémienne Rock Tour VTT, organisé par notre club ASC de Saint-Apollinaire, avec, vous voyez, des circuits. Là, la dernière fois, il y avait 4 circuits. Je pense qu'ils vont refaire la même chose cette année. 15, 25, 40, 55 km. Voilà. Et en principe, ça peut partir de Lantenay. Je ne sais pas s'ils vont maintenir le même départ ou s'ils vont changer de lieu de départ. Voilà, ça se fait dans ce secteur-là. Et en juin, l'estival à Comblanchien, organisé par le club local de Comblanchien qui s'appelle les Pierres qui roulent, les PQR, un club FFCT également. Le départ se fait dans le beau parc de Comblanchien et avec 2 circuits VTT de 30 et 55 km. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la sécurité. Donc la sécurité, quand on pratique le VTT en groupe, bon, ben, il suffit de faire attention, de respecter les recommandations habituelles. Hein. Ce que j'ai mentionné, on a tendance à être un peu plus hardi, à suivre un peu plus les copains. Il ne faut pas trop s'emballer dans les passages délicats, mais d'un autre côté, ça peut être motivant également. Par contre, j'ai insisté plutôt sur la pratique seule, hein, lorsqu'on part seul en VTT. Donc, bon, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai eu moi-même un accident de VTT et j'étais seul. Bon, ça s'est bien terminé, mais voilà. La règle quand même, c'est d'être plus prudent, d'éviter les passages peu fréquentés où il serait plus difficile de nous trouver. Donc, tous les petits sentiers voilà, qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Il faut imaginer que si malheureusement on perd connaissance, qu'on doit nous rechercher, c'est plus facile de nous retrouver sur un grand chemin. Si on a son gilet fluo, on mettra moins de temps à nous retrouver. Donc pensez à prendre votre téléphone, votre identité, le numéro de téléphone, ça c'est au cas où on vous retrouve. Avisez une personne quand même de l'endroit où vous comptez aller faire du vélo, votre conjoint si c'est le cas, ou une autre personne si vous pouvez. Et puis de temps en temps, toutes les heures et demie, vous dites ouais, je suis là. Ça permet quand même déjà de limiter les recherches, le secteur de recherche. Et puis maintenant, j'insiste là-dessus, grâce à la fonction GPS sur les appareils GPS eux-mêmes et présente sur les smartphones, on a plusieurs possibilités pour suivre à distance donc, notre déplacement. Hein. La trace est enregistrée et donc par le Bluetooth entre certains appareils, je ne veux pas citer de marque, mais enfin bon, qui transmettent à votre téléphone portable, dès qu'il y a du réseau, il renvoie la trace au fil de l'eau et mon épouse peut suivre mes déplacements en VTT et réciproquement. Voilà, ça sert également à des sportifs pour suivre le coureur pendant un marathon ou autre, mais ça sert notamment en VTT, ces fonctions-là. Et on peut avoir la même chose, c'est ce que j'utilise maintenant sur certaines applis. Voilà, le suivi live d'Open Runner, pour ne citer que, qui est vraiment très pratique. Et c'est vraiment, j'insiste, parce que c'est vraiment la sécurité quand on part seul. Il faut bien vérifier qu'on a de la batterie. On utilise parfois le Bluetooth ou le GPS, donc ça vide un peu plus rapidement les batteries. Il existe aussi, c'est ce que j'utilise, des petites batteries auxiliaires qu'on peut mettre dans le sac à dos qui permettent de ne pas tomber en panne sèche de téléphone. La cohabitation maintenant avec les autres usagers. Donc, vous voyez, en VTT, bien sûr, on peut rencontrer d'autres VTTistes. C'est pour ça que dans les passages étroits où on a peu de visibilité, il y en a pas mal quand même chez nous. Une sonnette permet, moi je mets 2-3 coups de sonnette, ça permet d'éviter de taper quelqu'un qui arrive en face. Voilà, un petit coup de sonnette, on dit tiens, il y a quelqu'un qui arrive, je suis tout de suite plus prudent. Les marcheurs, pareil, quand on arrive de dos, surtout sur un groupe de marcheurs ou ne serait-ce qu'une personne qui marche, on prévient à l'avance avec une sonnette, ça a toujours été le but de la sonnette. On est courtois, on discute, voilà. Souvent, quand on est en plein effort, les marcheurs nous laissent monter, ils voient qu'on en bave un petit peu, ils ne vont pas nous obliger à mettre pied à terre, mais sinon, il faut se souvenir que c'est quand même le piéton qui est prioritaire.
Donc c'est à nous de nous arrêter, de laisser passer, et voilà, et on s'arrête, on ralentit, on fait ce qu'il faut. Les cavaliers, comme je le mets, bon, le vélo ne va jamais faire un écart parce qu'il a eu peur. Un animal peut le faire, lui. Donc on s'écarte, on évite de faire peur au cavalier et surtout à son cheval. On peut rencontrer des forestiers, des gens qui sont en train de débarder, des agriculteurs. Là, c'est pareil, on reste courtois. Ils sont souvent chez eux, ils sont en train de travailler. Eux, nous, on se balade. Donc, on essaye de passer sans bougonner parce qu'ils sont au milieu avec leur remorque. On reste courtois. C'est souvent l'occasion de discuter, de faire des rencontres intéressantes. Et les chasseurs. Eh bien, moi, j'ai jamais eu de problème avec les chasseurs. Je peux vous le garantir depuis des années. Mais là encore, il faut rester courtois et il y a des règles à appliquer. On va développer ça un peu plus. C'est vrai que nous, encore plus qu'en randonnée pédestre, on va souvent faire des parcours de 30-50 km. Donc on a beaucoup plus de chances de pénétrer dans une zone de chasse. Le département de la Côte d'Or est boisé. Il y a beaucoup de chasse. Alors quand on parle de la chasse, il y a plein de chasses. On va parler de la chasse en battue, celle où vous avez plusieurs chasseurs qui sont réunis et qui chassent avec des chiens qui sont organisés. Donc qui occupent bien le territoire et où on a des coups de feu possibles depuis plein d'endroits. Donc le dimanche, il faut faire attention. Il n'y a pas que le dimanche. Les jours chassés sont souvent le jeudi, le samedi et le dimanche en Côte d'Or, ou je dirais même le jeudi et le dimanche plutôt. Et donc je terminerai là-dessus. On va voir un outil qui est génial. Donc on doit toujours avoir en tête ces deux mots, prudence et courtoisie. Et avec ça, je vous garantis qu'on est bien vu par les chasseurs et moi j'ai de très bonnes relations avec des copains chasseurs et des gens chasseurs qui ne sont pas mes copains, mais on a toujours eu de bonnes relations. Donc en Côte d'Or, on a un nouvel outil qui remplace l'ancienne carte qui était mise à jour par la DDT. Je vais vous la présenter. Je vais vous le présenter. Donc quelques règles quand même. Donc l'ouverture de la chasse aura lieu dimanche, là, donc le 19, la chasse au bois. Et comme il y a des sangliers en Côte d'Or et qu'il y a une dérogation pour réguler la population des sangliers qui commence à poser problème, exceptionnellement la chasse aux sangliers donc, est autorisée un mois supplémentaire. Donc ça sera donc jusqu'à fin mars. À partir d'avril, on n'aura plus les chasseurs de risque de rencontre. En cas de rencontre avec une chasse en cours, voilà les comportements. On essaye de faire connaître notre présence aux chasseurs en essayant de ne pas perturber la chasse. Ça, c'est dans le cas où on n'a pas pu contourner. Moi, ça m'est arrivé. Des fois, on descend une combe. Alors, soit on remonte ce qu'on vient de descendre, soit on essaye de voir ce qui va se passer. Et ça se passe très bien. Dans ce cas-là, on essaye de faire connaître notre présence aux chasseurs. Surtout, on se fait voir, on n'essaye pas de se cacher, bien au contraire. Ça, c'est valable également pour les randonneurs. Si on a un gilet fluo, c'est encore mieux, je l'ai dit tout à l'heure. On se fait entendre et on essaye de... Ça, c'est quand on est en groupe, on parle, on n'essaye surtout pas de rester muet. Il faut que les chasseurs nous voient. La première chose, on peut mettre quelques coups de sonnette. On reste respectueux, on essaye non pas de quand même pas trop perturber la chasse. Il ne s'agit pas d'aller tambouriner. Bon, tout ça, c'est surtout pour dire on s'arrête au premier chasseur qu'on rencontre, ou un des premiers chasseurs qu'on rencontre. Voilà, on s'arrête, on met pied à terre et on discute avec lui. On lui dit ce qu'on avait l'intention de faire. Voilà, j'avais l'intention de traverser. Il va vous guider, il va vous dire il va vous dire c'est une action de chasse en cours, c'est-à-dire s'il y a un gibier qui est avec des chiens à ses fesses et puis qui va être tiré probablement, c'est là que c'est vraiment dangereux. Ou s'il n'y a rien du tout de signalé, qu'il y a des chasseurs qui sont postés, puis pendant un quart d'heure, là, vous allez pouvoir traverser tranquillement. Et puis certains chasseurs, donc, ont leur corne et ils ont des codes pour annoncer plein d'actions de chasse, notamment la présence de non-chasseurs, de randonneurs ou de vététistes qui vont être signalés. Les autres vont entendre, attention, on nous annonce des gens qui vont traverser la zone. Voilà. Tout ça, c'est quand même bien sécurisant. Ensuite, on traverse la zone. On reste bien visible. Évidemment, on n'en profite pas pour aller rentrer dans le buisson pour aller voir les champignons ou faire autre chose. Et on reste sur le chemin visible et on traverse normalement le plus vite possible. Voilà. Et je vous garantis que ça se passe très bien. Et donc, je vais vous montrer maintenant la dernière chose qui est l'outil qui vient d'être mis au point. Donc, voilà le logo. Ça s'appelle Chasse Info. Donc, je l'ai sur le smartphone. Ça devait être mis en service dimanche. Ça l'a été en début de semaine. Donc, j'en ai profité pour
pour l'étudier, puis la charger, puis vous la montrer. Donc j'ai fait des copies d'écran parce que je ne peux pas trop vous montrer depuis mon téléphone. Alors ce logo, vous pouvez le charger sur l'Apple Store pour ceux qui ont des iPhones ou des iPads, et puis sur le store, l'autre store pour tous les appareils Android. Voilà, Chasse Info. Vous mettez ça et vous téléchargez l'application gratuite, évidemment. Ensuite, vous avez... est-ce que je suis en diaporama? Non, je ne suis pas en diaporama. C'est quand même plus sympa en diaporama. Voilà. Donc le menu, quand vous avez chargé et que vous ouvrez, voilà, vous avez cette page. Et ici en haut, vous avez le menu. Quand on déroule le menu, vous avez ce détail-là. Vous avez 4 possibilités. À propos de l'application, vous avez tout ça, vous avez déjà un petit peu d'informations, il vous explique tout ce qu'il y a, donc on ne va pas lire ensemble, hein, ce n'est pas le but. Le mode d'emploi, vous trouverez. Pour changer de département, pour l'instant, c'est une application qui est OK sur la Haute-Marne et puis sur la Côte d'Or, ça a été développé conjointement. Peut-être que si les fédérations de chasse de chaque département sont d'accord, donc ça va permettre de se développer dans d'autres départements. Donc, on peut changer de département, hein, vous choisissez, si vous recliquez sur Côte d'Or, il vous le demande à la première connexion, ça. Vous choisissez le département, et puis après, il ne vous le demande plus. Voilà, donc on revient à la page du menu. En bas, alors si vous cliquez ici, sur numéro utile, ben, vous avez ça. Bon, c'est toujours sympa, mais c'est valable également pour les chasseurs. Les chasseurs sont invités par la FDC 21 donc à télécharger cette application. Ça peut servir, vous voyez, il y a quand même un petit, en cas de... Lorsqu'on est en état de choc, qu'on vient d'assister à un accident, s'il est grave, des fois on ne sait plus trop bien. Donc c'est un aide-mémoire qui peut être intéressant. Bon, nous on ira surtout voir donc les zones de chasse. Donc quand vous cliquez dessus, voilà ce que vous aurez. Donc vous aurez par défaut, ça va centrer sur votre position. Hein. Donc moi j'ai fait ça depuis Périgny-les-Dijon. Donc voilà une zone avec un rayon de 5 km autour de Périgny. Donc on voit les zones et les jours de chasse. La chasse du jour s'affiche par défaut ici. Et donc, si vous voulez avoir des précisions, en savoir un petit peu plus, vous cliquez sur le i en bas ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Quand on a cliqué sur le i, on a la légende. Donc, vous voyez que les zones de chasse où il y a une chasse ce jour-là sont en orange. Les autres zones de chasse restent en gris. Ensuite, vous avez des explications. Là, vous avez le cercle qui peut apparaître. Et puis, vous avez 3 fonds de carte possibles. Les parcours, ce n'est pas encore utilisé. Et donc, j'ai participé un peu à la création de cet outil en faisant quelques propositions. Il y en a une qui n'est pas retenue pour l'instant, mais ça devrait arriver. C'est la possibilité de télécharger une trace GPX pour qu'elle figure sur la carte. Comme ça, vous projetez de faire 15 km à pied, vous avez votre trace GPX, elle apparaît sur la carte et comme ça, vous vous assurez que vous ne traversez aucune zone en orange. Sinon, vous dites, on n'ira pas randonner mercredi, mais on va plutôt y aller jeudi parce qu'il y a moins de chasse ou l'inverse. Vous voyez, on peut changer facilement le jour de chasse. Donc ici, vous pouvez agrandir le rayon, 5, 10 et je ne sais plus quoi, je ne vais pas lire. C'est peut-être bien kilomètres, donc 5 ou 10 km ça permet de voir, donc vous cliquez dessus et ça permet d'agrandir. Vous voyez là on est toujours autour de Périgny, mais là j'ai pris un rayon plus grand, 10 km, on ne voit plus le cercle rouge. Voilà, donc la carte est centrée sur Périgny, pas de chasse ce jour-là, toutes les zones de chasse qui apparaissent ici sont en gris. Alors ce qui est normal puisque ici, pour l'instant j'avais mis la date du 15 et la chasse n'est pas encore ouverte. Alors heureusement il n'y a pas de zone chassée et le cercle rouge disparaît. Et là, j'ai changé de date. On a mis si on met dimanche prochain, le 19, vous voyez que même en pleine vers Périgny et au-dessus de Marsanais, de Coucher de Brochon, on a des zones de chasse. Voilà. Et ici, quelque part, vous avez l'échelle de la carte. Hein. Ici, on est sur une échelle à 2 km. Donc, vous pouvez zoomer en écartant, comme maintenant sur tous les smartphones. Et donc, en zoomant simplement, j'ai écarté. Là, on est passé une échelle de 500 mètres, ce qui permet de voir nettement mieux les parcelles où il y a des chasseurs. C'est de la chasse en plaine, là, d'accord, mais il y a des chasseurs également. Et puis, on peut changer maintenant le fond de carte en cliquant ici. Vous avez 3 fonds de carte possibles. Donc là, on est sur la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe. Vous changez, vous avez ici maintenant la carte IGN. Ça permet de voir un peu mieux des fois certains chemins, certaines routes.
et puis avec une vue satellite. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est ultra rapide, ça passe en un éclair. Vous essayez les fonds de carte pour vous y retrouver. Et n'oubliez pas de zoomer, et on peut déplacer également. Hein. Quand je dis zoomer, je ne l'ai pas fait, mais on peut déplacer, on peut agrandir, bouger un petit peu le secteur. Voilà. Et enfin, toujours tout aussi intéressant. Et on peut zoomer, enfin, on peut centrer sur une commune. On peut prendre son Bernon, on peut prendre ce qu'on veut. Là, j'ai choisi de mettre Chambeuf. Donc là, pour l'instant, avec l'affichage qu'on a là, donc l'échelle est de 5 km, c'est tout petit. Mais tout de suite, on peut zoomer, on passe à l'échelle de 2 km, 1 km. J'ai mis Chambeuf, voilà, sur une échelle de 500 mètres. Alors on dit, ouais, je suis un peu perdu, tout ça. Ben, on change de fond de carte. Et voilà, on peut voir maintenant la même chose avec, et là on reconnaît nettement mieux donc certaines routes avec Clémencé qui est là, donc voilà. Et donc n'hésitons pas à zoomer. Donc voilà quand même une application qui est très très utile et que je recommande vivement puisqu'on a la chance de l'avoir en Côte d'Or. Alors n'hésitez pas à en faire de la propagande, elle sera je pense encore améliorée. J'ai demandé est-ce qu'il y a la même chose sur un site internet comme il y avait avant sur le site de la DDT. Ce n'est pas fait pour l'instant. Parce que donc, sur un PC, on voit encore un peu mieux. C'est plus facile pour télécharger une trace GPX. Mais bon, on va être patient. Avant que la saison de chasse ne débute, on a quand même l'avantage d'avoir cet outil qui coïncide avec l'ouverture de la chasse. Donc moi, je m'en réjouis personnellement parce que je pense que ça va rassurer beaucoup de randonneurs à pied ou en vélo. Messieurs, dames, j'en ai terminé pour ma présentation et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je m'efforcerai d'y répondre. Oui? D'accord. Donc, je répète la question. Vous avez peut-être tous entendu la question. Donc, alors, la question est de savoir est-ce que j'utilise mon smartphone? Alors, on peut utiliser un smartphone. Hein. Il y a même des supports. Moi, j'utilise parfois celui-là parce quand on est en balisage, j'aime bien avoir mon application avec mes balises dessinées dessus et je l'ai sur mon iPhone. Je ne peux pas le faire sur un GPS. Par contre, allez, je vais peut-être vous remettre un petit peu autre chose parce que ma tête, c'est sympa, mais ça peut être sympa. Mais je vais vous remettre les photos de VTT pendant ce temps-là. Voilà. Hop, ça défile tout seul, non? Ah non, il m'a mis moi. Bon, c'est pas grave. Si, ça y est. Donc alors, on peut fixer son... Alors si vous l'avez dans la poche, bon, c'est vraiment si vous pouvez utiliser votre GPS sur smartphone, si vous avez peur de vous perdre, vous avez des tas d'applications. Moi, je ne vais pas vous les citer, mais enfin, bon, on ne doit pas faire de pub normalement. Mais il y en a une multitude que tout le monde connaît, plus ou moins. Si vous ne connaissez pas, vous me demandez, je vous donnerai des conseils. Mais donc ça peut servir pour se dépanner. Après, quand vous commencez à suivre une trace ou voir un peu mieux le chemin s'il y a une fourche, etc., c'est quand même aussi l'intérêt en VTT, surtout si on pédale un peu vite dans les descentes. Ça permet d'annoncer, de voir qu'il y a bientôt une fourche, il y a bientôt une bifurcation, qu'on va changer de type de terrain. Ça, c'est la fonction GPS bien connue. Donc, on peut mettre sur le guidon. Par contre, ça reste un appareil cher qui est fragile. On a plus vite fait de le perdre. L'autonomie peut baisser. Et puis, en cas de pluie, donc c'est moins étanche qu'un smartphone, même si les derniers smartphones sont soi-disant étanches. Et puis, je dis bien, même il y a des coques de protection pour smartphone, ça peut fonctionner. Après, personnellement, je recommande d'utiliser, donc il y a plusieurs marques connues, on va dire, allez, on va citer Garmin et Tunaf par exemple, qui sont très utilisées dans le monde du VTT et du vélo de route. Il y a des GPS dans toutes les marques qui sont spécialisées pour un certain type de pratique. La randonnée pédestre ne va pas utiliser exactement les mêmes GPS qu'en vélo. Il y a des GPS qui sont avec donc un support. Je vous conseille de bien prendre un support de guidon de bonne qualité. Moi, j'ai mon GPS qui est devant. C'est tactile, on règle plein de choses et ça permet d'enregistrer. Un GPS permet deux choses, d'enregistrer ce qu'on fait, en gros,
Et puis, inversement, de suivre quelque chose qu'on a téléchargé, une trace qu'on a téléchargée. Il y a d'autres fonctions qui sont intéressantes. Mais voilà, en gros, les gros usages du GPS. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc télécharger des traces. Alors, les traces GPX, on en trouve partout. Il y en a plein la toile, il y en a plein Internet. Vous avez des sites officiels, des offices de tourisme qui vont vous donner les itinéraires de certains circuits balisés. Sinon, si vous avez un copain qui a fait quelque chose de sympa, bah, il vous l'envoie. Voilà. Le fichier Passepartout, qui est le lien commun sur le monde entier, un des formats, un des plus répandus, c'est le point GPX. D'accord. Le point GPX, c'est le minimum, c'est la succession de petits points de position GPS. Ça fait un point. Voilà. Si vous ouvrez un fichier .gpx avec un explorateur de texte, vous allez voir, c'est du texte qui est écrit avec des positions, l'altitude, la latitude et la longitude de chaque point, etc. Et ça passe dans toutes les applications. Ça, c'est le point de départ. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Hein? Oui, je vous dirai, ouais. Je vous conseillerais, ouais, si vous voulez, ouais. Pas de problème. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Il y avait des dames qui hésitaient un petit peu à peut-être faire du VTT. Donc le VTT, hein, vous êtes sur un salon, il y a des exposants, vous avez plein de types de VTT, profitez-en. Il y a également tous les vélocistes, il y en a un peu dans toute la Côte d'Or, il y a forcément des gens près de chez vous. Et je rappelle que si vous voulez pratiquer le VTT de manière sympa, le VTT, le VTC, il y a plein de clubs. Hein, vous avez vu un petit peu la possibilité entre la FFC et nous, la FFCT. Nous, on a 37 clubs dans le département au niveau FFCT. On pratique le vélo hors compétition. La FFC, c'est la pratique du vélo en compétition plutôt. Et donc, près de chez vous, il y a forcément un club. Je ne sais pas si vous êtes passé sur notre stand FFCT, donc on a une promotion actuellement pour relancer un peu la pratique du VTT, du vélo tout simplement, uniquement suite aux défaillances un peu dues au Covid. On a pris la décision d'offrir la première année de licence à tout nouvel adhérent. Hein. Donc, si vous hésitez, ben, ça ne vous coûtera rien. Vous pouvez, n'hésitez pas à aller franchir la porte, de faire un pas vers un de nos nombreux clubs. Vous serez bien accueillis, je l'espère. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Il y a des dames dans beaucoup de clubs. Il y a des groupes de féminines. Voilà, choisissez bien votre club. Là aussi, vous pouvez nous demander conseil. Voilà. Voilà, et donc chaque année, vous avez ceux qui prennent une licence, mettons 2020, traditionnellement en 2020, si vous preniez votre licence entre septembre, octobre, novembre, décembre, donc de 2018, ben, vous payiez votre licence 2019 et vous en bénéficiez déjà 4 mois avant. Donc ça peut faire un maximum de 16 mois. Donc là, il y a la même chose, mais en plus, si vous êtes nouvel adhérent, la première année de licence vous est offerte. C'est quand même ce qui permet de découvrir le fonctionnement d'un club. Après, on se fait vite des amis. C'est quand même agréable parce qu'il y a des groupes de niveau. Voilà, on pédale. Il y a généralement 3-4 groupes selon les clubs. Les gros clubs, les tout petits clubs ont 2 groupes. Les moyens en ont 3. Les gros groupes en ont jusqu'à 4. Il y a des groupes de VTTistes. Il y a des sections VTT, pas dans tous les clubs, mais dans pas mal de clubs. Voilà. Et puis pour la route également. Et donc on se retrouve. Et des clubs, vous avez en général 3 sorties organisées par semaine, un peu moins sur le VTT, c'est souvent le dimanche matin, puis un autre jour en semaine. Et puis des échanges nombreux, et puis des organisations. Voilà. Donc on est dans un club, on décide d'aller participer à tel brevet. On va passer le dimanche ensemble, je ne sais pas moi, dans le Jura pour aller faire telle épreuve. Voilà comment ça se passe. Oui. Alors une licence, la licence petit braquet, on la trouve à partir de 45 €. Et il y a 2 types de licences au niveau de la FFCT. Donc 45 €, vous avez la licence petit braquet, auquel il faut ajouter la partie club. Et puis on a la licence grand braquet qui permet d'être mieux dédommagé en cas d'accident sérieux.
de défrayer également en cas de dégâts sur le vélo, jusqu'à concurrence de 1500 euros, je crois, cette année. Et après, on peut prendre des extensions. Donc, moi, ça a été mon cas. J'ai cassé un vélo en 2003. J'y en avais déjà pour 600-700 euros qui m'ont été remboursés, plus le casque, les lunettes, les chaussures rayées. Enfin, oui, c'est quand même assez intéressant. Faut réfléchir, quoi. Mais c'est quand même beaucoup plus cher maintenant. Oui, on atteint, il faut compter une centaine d'euros pour le grand braquet, quoi. À peu près, ça dépend des clubs après. Voilà. C'est à vous de voir. Donc après, il y a des gens qui ont des assurances par ailleurs pour le vélo. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques? Oui, dites voir. Alors, ça peut dépendre. Parce que sur le circuit des Combes qui est au-dessus de Gevrey, qui fait 21 km, le sentier des Combes, lui, il est rouge parce qu'il fait 21 km, ce qui n'est pas énorme, mais surtout, il est quand même technique. Hein, je le connais bien, celui-là, il est intéressant. C'est vraiment un circuit où il y a de la maniabilité, il y a des belles descentes qu'il faut déjà quand même bien maîtriser le vélo. Il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça. Il y a une ou deux montées, c'est pareil, il faut les faire. Il y a des passages sur des racines et des pierres. Enfin, il est pas facile. Rares sont les VTTistes qui arrivent à tout faire sans mettre pied à terre. Il y en a. Et puis sinon, si vous allez sur le circuit d'Issurti ou le circuit de Courtivron, mon épouse qui ici les a fait, il n'y a pas besoin d'être un VTTiste expérimenté, c'est surtout sur du grand chemin. Par contre, eux, il y a un peu de dénivelé quand même, il y a quelques côtes où ouais, bah, si on n'est pas en forme, on va souffrir. Mais ça se passe, hein, il y a quelques montées un petit peu raides, pas trop technique, il y a quelques racines, quelques cailloux, mais pas tant que ça. Ils sont quand même assez accessibles. Anne-Marie a monté 2 côtes, elle a mis 2 fois le pied à terre sur 35 km, donc c'est rien. Et elle s'est promis de le faire un jour sans les mettre. Mais ce sont des circuits qui sont classés en rouge à cause de la distance plutôt. Distance, dénivelé, plus que pour le revêtement. Hein, voilà. On a une grille de critères. Le type de terrain donne des points, la longueur donne des points, le dénivelé donne des points. Voilà, il y a toutes sortes, ce que j'expliquais au début. Donc voilà. Après, honnêtement, en Côte d'Or, les circuits rouges, au pire, ben, vous descendrez prudemment quelques mètres à côté de votre vélo. Et puis, si vous n'arrivez pas à faire une bosse, eh ben, vous marcherez sur 15 ou 20 mètres, quoi. Voilà. Hein. Mais voilà. Mais il faut essayer. Oui. Alors, non, pour l'instant, il y a 2 raisons à ça. Donc, le VTT électrique est en train de se démocratiser. Donc, on trouve déjà pas mal de pratiquants, dont des gens qui viennent étant seniors, qui s'achètent ça pour pouvoir faire du vélo. Et puis, ils essayent. Pour l'instant, ils n'en sont pas encore au stade d'aller dans un club. Mais par contre, je connais des fous furieux, moi, qui n'avaient pas besoin de ça, mais qui ont quand même acheté le VTT assistance électrique, parce qu'ils vont beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et ils sont impressionnants à les voir passer. Et donc, par contre, il n'y a pas de club spécifique. On trouve, dans mon club, il y a des gens qui ont des VTT assistance électrique, mais il faudrait qu'il y ait une plus grosse population. Et en plus, ce que je disais, hélas, il y a peu de VTTistes sont licenciés. Les gens n'éprouvent pas le besoin de prendre une licence auprès de la FFC ou de la FFCT. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si dans d'autres régions ça existe, peut-être en région parisienne, et ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, en Côte d'Or, je pense que non, on n'a pas de club. On n'a pas de club d'ailleurs spécifique tout-terrain. À Nolay, ils ont un club VTT. Uniquement VTT. Donc à Nolay, vous voyez, il y a une spécificité. Mon épouse dit qu'à Nolay, il n'y aurait qu'une section VTT.
Voilà, ah oui, tout à fait, oui, non, mais moi, d'ailleurs, sur les photos, je sais pas, il y a quelques photos qui. Oui, pour vous rassurer, moi je pratique au randonneur Dijonais depuis cette année et on arrive à être des fois 15, voire 18 certains dimanches matins. Et il y a au moins un VTT assistance électrique. Et c'est pas du tout un gars qui a pris ça parce qu'il n'en pouvait plus. Thierry pourrait très bien se passer. Bon, il a fait le Morvan avec nous il y a pas longtemps, 60 km. Bon, il était plus facile que nous, mais il met très peu d'assistance. Il a fait 60 km dans le Morvan. Il lui restait un tiers de batterie parce qu'il utilise très peu l'assistance. Donc, par contre, évidemment, dès que ça montait, que nous, on était à 5-6 à l'heure, en pleine chaleur, lui, il mettait un petit peu d'assistance, il arrivait le premier au-dessus, ce qui est normal, c'est l'intérêt. En Côte d'Or, c'est pas mal, parce que comparé au Doubs, au département du Doubs qu'on connaît bien, il n'y a pas trop de portage. Les circuits balisés dans le Doubs empruntent souvent des barrières, et donc on est amené à porter le VTT. Et quand il faut porter un VTT de 20-22 kg, c'est moins facile que lorsqu'on se contente d'un VTT de 13 kg, par exemple. Donc, surtout si on est tout seul, si on est deux, on se met à deux pour soulever. Mais en Côte d'Or, il n'y a aucun problème. Non. Donc, oui, vous pouvez rejoindre un club, il n'y a pas de problème. Le VTT assistance électrique et le VTT je veux dire, musculaire, comme on dit maintenant, cohabitent bien, même en sortie groupée. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de salon, bonne fin de journée. Merci de votre attention.